Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Centre du Mali, quelle stratégie pour sécuriser les populations? C'est le thème central de notre émission, le Grand Dialogue de ce soir. Plus de 30 civils ont été tués et 17 autres blessés au centre du pays. C'est le bilan d'une attaque perpétrée vendredi dernier par des individus non identifiés contre des forains. L'incident s'est déroulé non loin de la ville de Badjangara. Plusieurs organisations condamnent cette attaque et demandent des actions vigoureuses pour sécuriser les populations. Dans la foulée, le gouvernement a décrété un deuil national de 3 jours. Qu'est-ce qui explique cette situation? Comment mieux sécuriser cette partie du pays? Pour en parler, nous avons 3 personnes avec nous. Boubacar Bokoum, analyste politique. Adama Djongo, président du collectif des jeunes du pays Dogon. Au téléphone, nous avons avec nous Dr Baye Diakité, sociologue. Je suis Mariam Maïga. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. Avant de rentrer dans le vif de cette émission, je vous invite à écouter ce reportage que la rédaction a réalisé sur les événements qui se sont déroulés à Badjangara. Régné ce dimanche à Songo, 2 jours après l'attaque qui a coûté la vie à 31 civils. Les habitants de la localité disent être toujours sous le choc. Certains d'entre eux se disent rassurés par le ratissage effectué par l'armée malienne dans la zone. Toutes les dispositions seront prises pour arrêter et punir les auteurs de cet acte ignoble et tragique, rassurent les autorités de la transition. Celles-ci présentent aussi leurs condoléances aux familles endeuillées. Un deuil de 3 jours a été décrété par le président de la transition à partir de ce dimanche 5 décembre 2021. L'objectif est de rendre hommage aux victimes. Le mouvement pour la sauvegarde des droits de l'homme condamne cet acte qu'il juge horrible et d'une atrocité sans précédent. L'organisation dit apporter son soutien aux forces armées maliennes contre les forces obscures. La MINUSMA, quant à elle, appelle à une mobilisation accrue pour la stabilisation du centre du Mali. Son chef El Ghazimouane réaffirme l'engagement de la mission onusienne au Mali à œuvrer davantage pour la protection des populations civiles. Un reportage signé Moussa Malé Sissoko. Boubacar Bokoum, quel est votre regard sur cette situation? Permettez-moi tout d'abord de me joindre à l'ensemble de mes compatriotes pour présenter mes condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et souhaiter prompt rétablissement à ceux qui ont pu échapper à ces carnages. Écoutez, ce n'est pas surprenant aujourd'hui que de pareilles choses arrivent au centre du Mali dès lors que nous avons du mal à interpréter la situation sécuritaire du Mali aujourd'hui. Nous avons eu tendance à localiser et à ethniciser le problème qui se passe aujourd'hui au Mali. Tantôt, on a dit que c'est un conflit au nord, tantôt, on a dit que c'est un conflit au centre. Aujourd'hui, il faut qu'on comprenne que la situation sécuritaire, elle est globale, sociale. Alors, si nous ne prenons pas toute la mesure de la globalisation de l'insécurité, nous aurons vraiment du mal à comprendre et à apporter des solutions à cette crise. Ce qui est important de comprendre aujourd'hui, c'est que la transition va être mise à mal par ces attitudes de violence. Parce que simplement, la stratégie consiste aujourd'hui à affaiblir, à assécher les revenus, les sources de revenus, à faire en sorte qu'une insécurité alimentaire s'installe progressivement et à faire en sorte que la transition soit discréditée par son incapacité à apporter des solutions idoines à la problématique actuelle. Donc, toute cette stratégie consiste juste à encore saper les fondements de notre État et à les rendre encore plus fragiles qu'il ne l'est déjà. Docteur Baye Diakité, sociologue, vous participez à cette émission au téléphone. Vous venez d'entendre le regard de Boubacar Bokoum sur la question. Selon vous, de pareilles choses sont surprenantes quand on voit l'insécurité grandissante dans le pays? Bonsoir, madame. Bonsoir. Je m'associe à la voix des uns et des autres pour souhaiter le meilleur repos, le repos des âmes de toutes les victimes civiles et militaires de cette situation de crise qui perdure chez nous depuis 2012 à nos jours. Alors, ceci dit, je partage en grande partie le point de vue de M. Bokoum. C'est une situation à laquelle on se demande même qu'est-ce qui ne va pas, quel est le problème. Parce que généralement, le terroriste, il agit pour vraiment faire du mal et il le revendique.
Mais comme on peut le constater, il n'y a jamais de revendication. Donc, ce qui laisse le caractère un peu flou de cette situation. Vraiment, c'est une situation qui nous dépasse. Bon, la situation du Mali est telle que il est très difficile pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas de dire que pourquoi il n'y a pas de solution. Le Mali est 2 fois plus vaste que la France et n'a pas les moyens de la France pour pouvoir vraiment sécuriser tout le pays au même moment. Donc c'est une situation qui nous dépasse. Pour le moment, je m'en tiens à ce niveau. Adama Djongo, président du collectif des jeunes du pays Dogon, que s'est-il réellement passé ce jour-là? Merci Mariam. En fait, je m'associe aussi à tous ceux qui m'ont précédé et pour dire vraiment prompt rétablissement aux blessés et que l'âme des défunts repose en paix. Ce qui s'est passé à Songo, c'est vraiment horrible, c'est inexplicable parce qu'il n'y a pas même un adjectif pour pouvoir qualifier ça, tellement que c'est inhumain. Voilà des personnes, des civils, qui ont voulu très tôt le matin embarquer dans un véhicule pour aller à Bandiagara, participer à la foire, échanger un peu les produits vivriers contre un peu les besoins qui les manquent. Et d'habitude, ils le font chaque semaine. Et cette fois-ci, malheureusement, la fatalité les a croisés sur la route. Dès qu'ils ont quitté le village et emprunté le chemin de Bandiagara, voilà que des hommes en armes tirent sur eux. Le chauffeur a su que devant c'était une embuscade, donc il a voulu tourner. Et en faisant le retour, d'autres encore derrière lui ont commencé à tirer sur lui. Et donc ils se sont trouvés en 2 feux. Malheureusement, le chauffeur, malgré sa bravoure, il a été atteint par la balle et le véhicule s'est déséquilibré et s'est renversé. Maintenant, ceux qui ont voulu s'échapper de cet accident, chaque fois que quelqu'un essaie de sortir, on tirait sur lui. Malheureusement, les gens, ceux qui sont blessés à l'intérieur, n'ont pas eu cette chance. Et il y a à peu près 17 personnes comme ça qui ont pu sortir du véhicule. Mais tout le reste, les terroristes ont tiré sur le véhicule. Je crois qu'une des balles a perforé, ça dit que le réservoir, et paf, le feu a pris. Et tous les autres sont morts dans cette flamme-là. Et il y a eu 19 femmes, et 8 nourrissons, des bébés qui continuent à téter, et 6 hommes, malheureusement. Voilà comment ça s'est passé. Juste à côté, il y avait un camp de chasseurs qui a voulu intervenir. Les terroristes avaient leur stratégie. Ils se sont divisés en trois groupes. Le premier groupe devait s'arrêter devant le véhicule, tenir l'embuscade, l'autre tirer derrière, et un autre groupe était allé s'installer entre le camp des chasseurs et le village. Comme ça, le secours qui avait été déployé par les chasseurs a été contenu par ces groupes de chasseurs, par ces groupes de terroristes. Ils ont fait à peu près une trentaine de minutes de tir. Ils ont pu repousser les terroristes. Maintenant, après avoir dégagé le chemin, quand ils sont venus, c'était trop tard. Il y avait à peu près... Ils n'ont vu que seulement des corps calcinés et ceux qui étaient blessés aussi. Alors, quelle est la situation sur place aujourd'hui? En tout cas, le village de Songo, tout comme toute la région de Mopti, la région de Bandiagara, la région de Douanza, affectée depuis plus de 5 ans maintenant, est sous choc. Et je pense que ce choc a retenti jusqu'à Bamako, où le président de la transition a pris ses responsabilités en décrétant un deuil national. Malheureusement, on voit que ce deuil, même s'il n'est pas bon, le deuil n'est pas suivi comme l'aurait souhaité peut-être le président lui-même, parce que les fêtes des réjouissances ont continué dans la ville de Bamako comme si de rien n'était. C'est souvent des choses que nous regrettons et on appelle toujours les autorités à veiller à des choses comme ça. Parce qu'aujourd'hui, je le dis tout le temps, aujourd'hui le Mali doit être en mode guerre. Mode guerre, désactiver tous les autres modes de fête, ainsi de suite, et être en mode guerre, mobiliser tout le monde, inculquer dans l'esprit des uns et des autres que le pays est au bord du gouffre, le pays est vraiment, vraiment attaqué jusqu'à ce que nous sommes à un niveau où on n'est pas loin de perdre ce pays. Si vous voyez ce qui se passe un peu autour de nous, mais malheureusement, ça ne se ressent pas à Bamako et c'est dommage. Est-ce que la désobéissance civile dont parlaient les forces vives de Bandiagara est en cours?
sur place? La désobéissance, elle a été effective aujourd'hui dans la ville de Bandiagara et dans ses environs. Tous les commerces, tout ce qui est administration publique, privée ont fermé. Et aujourd'hui, c'était une ville morte à Bandiagara. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on veut pour le Mali, mais c'est un coup de colère. Parce que si on se rappelle, il y a seulement 2 semaines, une attaque a visé la ville de Bandiagara où 4 personnes sont mortes comme ça gratuitement. Et la haute hiérarchie militaire s'était déployée sur place pour promettre la sécurité à tout le monde dans un bref délai. Et la réponse a été ce carnage-là. Donc ça a multiplié, ça a aggravé encore la stupéfaction de la population et qui s'est manifestée aujourd'hui par cette ville morte, cette désobéissance civile. Nous aurons bien voulu avoir Mamadou Diouara avec nous, chef de file de la mission d'appui à la réconciliation nationale. Il est à la tête d'une délégation qui actuellement se trouve sur place à Bandiagara. Nous espérons l'avoir d'ici la fin de cette émission. Docteur Boubacar Bokoum, qui connaît un peu la zone, cette attaque s'est déroulée à une dizaine de kilomètres de la ville de Bandiagara. Comment comprendre ce manque de réactivité? Écoutez, comme l'a dit M. Adama tout à l'heure, les mouvements d'extrémisme violent sont bien structurés, ils connaissent très bien la zone et ils sont bien implantés et toute la zone est minée en réalité. Et la couverture sécuritaire de notre espace aujourd'hui n'est pas assurée. C'est ça la triste réalité. Je pense que nous avons non seulement un problème de système de défense qui n'est pas encore mis en place, parce que la réalité du terrain est aujourd'hui qu'on est un peu dispersé, on est dans les casernes. Et l'armée, en réalité, dans sa mission classique que nous observons aujourd'hui, fait des opérations ponctuelles. C'est-à-dire qu'il réagit chaque fois qu'il y a un souci. Il ne peut pas être partout au même moment. Alors que nous avons aujourd'hui une forme de sécurité qui se pérennise et qui s'installe de façon globale. Donc si nous n'avons pas une présence globale, une présence permanent sur l'espace, nous aurons toujours des difficultés à les contenir parce que l'armée va rester tout le temps en mouvement, fragilisée par les embuscades elles-mêmes. Ensuite, chaque fois, ils vont réagir sur un théâtre d'opération et ils seront obligés de replier après. Donc, ça fait que, effectivement, la zone n'est jamais sécurisée parce que l'armée ne peut pas y rester en permanence. Chaque fois que vous avez une action, quand vous avez l'information, on organise la riposte, c'est qu'il y a une logistique déjà très compliquée à mettre en place pour la réactivité que la population attend. L'autre chose, c'est que à un moment donné, une fois qu'ils ont fini de faire cette opération de sécurisation, aujourd'hui j'ai entendu parler de ratissage, mais après le ratissage, on fait quoi? L'armée ne va pas rester. Elle va forcément replier sur des positions qui sont les positions d'origine. Mais entre-temps, est-ce que les djihadistes ou les mouvements d'extrémisme violent ont été totalement éradiqués? Malheureusement, ils sont toujours là. C'est ça toute la difficulté de l'exercice auquel nous faisons face aujourd'hui. Docteur Baye Diakité, beaucoup me disaient tout à l'heure que les militaires n'ont pas réagi à temps, c'est la complexité de la zone. Mais selon vous, qu'est-ce qui expliquerait qu'il n'y a pas eu d'intervention militaire, sachant que l'attaque a duré au moins une demi-heure, dont l'expliquait tout à l'heure Adama Djongo? Bon, comme il l'a dit déjà, il y a l'immensité du territoire qui est là, et le manque de moyens aussi là, le manque de préparation. L'armée, c'est comme une équipe de football. Moi, je pense que les joueurs d'une équipe, ils sont les mieux à désirer une victoire. Mais une victoire, ça se prépare dans le temps. Et s'ils devraient intervenir sur tous les points au même moment, ça va créer un vide partout. Pour le moment, l'armée, l'impression, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je suis sûr qu'ils sont en train de préparer les choses. En son temps, un des ministres de la Défense avait dit que l'armée malienne a besoin de 10 000 hommes. À sa suite, un autre ministre de la Défense a proposé le chiffre de 100 000 hommes pour montrer que le manque de personnes que l'armée a dans cette situation. Donc, souvent, ça fait mal, c'est vrai. On aurait souhaité que quand il y a une action, que l'armée réagisse le plus rapidement que possible. Mais est-ce qu'on peut résumer ce problème à un manque d'effectifs, sachant que oui, Bandiagara n'est qu'à une dizaine de kilomètres de l'endroit et il y a des militaires dans la ville de Bandiagara? Oui,
Bon, admettons qu'il y a 2 attaques simultanées, à Banyangara et à Koro ou bien à Douanza. Dans de telles conditions, ça va être difficile de pouvoir mobiliser l'armée. Il faut vraiment, non seulement il y a un problème d'hommes, mais il y a aussi des problèmes de logistique. Dans cette chose, pour gagner la guerre, c'est à travers l'air, c'est dans les airs qu'il faut beaucoup gagner. Donc il faut un moyen de déplacement suffisant pour pouvoir vraiment intervenir à temps réel. Parce que ces gens ont une capacité de mobilité énorme. Ils se déplacent très rapidement. Au bout de 5 minutes, 10 minutes déjà, quand on déclare qu'ils ont intervenu dans une zone, pour vous les retrouver, vous allez trouver qu'ils ont mis des trentaines de kilomètres pour aller ailleurs. Et ils connaissent les endroits là mieux que les militaires. Donc tout ce qu'on pouvait faire peut-être, c'est de les attaquer à partir des airs. Donc pour le moment, on est en train de préparer les choses. On a un manque criard de la logistique et un manque criard d'hommes. Donc ça se résume autour de ces 2 choses. Mais ce qui est sûr, l'armée se prépare. Et en la matière, la population a un grand rôle à jouer. Il faut que l'information soit donnée, l'alerte soit donnée à temps réel, à tout moment. Et que, peut-être il y aura des opérations de coups de poing des forces spéciales pour pouvoir vraiment les infiltrer et les détruire. Donc voilà un peu ce qui peut être fait par rapport à cette situation. Adama Djongo, ce n'est pas la première fois que la zone de Songo est attaquée. Qu'est-ce qui explique ces attaques répétitives sur ce lieu-là? Il y a quoi dans ce lieu qui fait que c'est tout le temps attaqué? Ce lieu c'est-à-dire que c'est un passage. Oui, c'est un peu un carrefour pour nous les ressortissants de la zone. Mais pour les terroristes, c'est un passage. Lorsqu'ils quittent derrière le fleuve, ils font une traversée dans la zone de Fatoma. Et c'est vers Songo maintenant qu'ils traversent. Et ils contournent pour aller passer vers le point de Parou dont vous entendez régulièrement parler aussi, où il y a des attaques régulières. Et ils montent comme ça vers les Djankabou pour tourner vers aller jusque vers Mondoro et jusque vers le Serma et après le Burkina. Donc c'est ce chemin. Sur ce chemin, ils ne veulent pas avoir, c'est-à-dire que des villages qui pourraient les dénoncer, signaler leur présence à l'armée ou même essayer de s'organiser pour empêcher leur passage. Donc tout le long de leur passage, si vous regardez, ils ont soit des accords avec les villages dans lesquels ils passent, ou alors sur les villages qui ne veulent pas avoir cet accord avec eux, en tout cas, ils vont tout faire pour que vous quittez la zone. Donc Songo est dans cette position. Songo n'a jamais voulu faire l'accord avec les terroristes. Et Songo est le passage à niveau des terroristes. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait frapper et créer la terreur pour que la population soit elle quitte ou soit qu'elle fasse un accord pour qu'eux ils puissent passer de la façon la plus discrète possible. Voilà tout le problème dans cette zone-là. Malheureusement, ce qu'on peut constater, comme notre frère Bokoum l'a dit, c'est que la stratégie depuis Boulkissi, après c'est Koulougo, après c'est Ogosagu 1 et 2, après c'est Sobanda, on vient maintenant, c'était à Ouattaguna, après aujourd'hui c'est Songo, la stratégie n'a pas évolué en fonction de ce qui se passe sur le terrain. Et malheureusement, on peut reprendre ce que les Nations Unies ont dit le mois de juillet passé, que jusqu'à la date d'aujourd'hui, le Mali n'a pas encore une stratégie globale de stabilisation du centre. Et les Nations Unies ont demandé au Mali de mettre en place cette stratégie. Et aujourd'hui, dans les coulisses de l'État, il me semblerait que c'est cette stratégie qu'ils sont en train de mettre en place. Donc, si ça ne se fait pas de façon rapide, je pense que les terroristes aussi tels qu'ils sont, ils sont très informés de ce qui se passe même au sein de nos pouvoirs. Donc ils peuvent encore frapper et faire d'autres choses. Et c'est dommage, il faut que ça évolue. Mais vous qui êtes dans la zone, sachant ce déplacement des groupes terroristes, est-ce qu'il y a une remontée d'informations? Moi qui suis devant vous ici, je coordonne 42 organisations de la société civile. Et ça veut dire que je suis informé en temps réel de tous les mouvements, de tout ce qui se passe dans les 65 communes du pays de Gao. Donc régulièrement, nos relais qui sont sur le terrain font les remontées d'informations auprès des autorités locales. Et nous aussi, ici, au niveau des autorités nationales, on donne les informations. Finalement, nous devenons même plus crédibles parce que chaque fois que nous donnons ces informations, et après la réaction de l'État ne fait pas que les attaques
puissent s'estomper ou détruire ceux qui attaquent. Et finalement, les populations se demandent mais pourquoi est-ce qu'on donne les informations? Parce que quand on donne, ça ne sert à rien. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont donné des informations, mais après, ils ont eu des problèmes sur le terrain. On ne sait pas d'où sortent les fuites, mais les terroristes savent en réalité qui donne les informations aux autorités. Et ça, c'est des lacunes à corriger vraiment au niveau de l'appareil d'État. Et si tout cela est fait, je crois qu'aujourd'hui, sur le terrain, la population peut se mobiliser, à s'organiser pour donner des informations, des renseignements sûrs à l'État pour pouvoir... Mais il faut que la volonté politique d'aller même vers un combat réel contre ces gens soit installée. Boubacar Bokoum, dans de pareilles situations, ne devrions-nous pas revoir la stratégie de communication? Non seulement la stratégie de communication, mais le système stratégique de défense de la nation, il faut la revoir. En réalité, quand nos partenaires parlent de système stratégique de défense au centre, je pense que c'est la plus grosse erreur que l'État malien ferait en acceptant cette formule. Parce que le problème du Mali n'est pas au centre. C'est un problème global. Alors, si on ne traite pas la question de façon globale et qu'on pense qu'on va isoler un problème, isoler une partie du pays et créer un autre clivage, parce que le danger aujourd'hui, c'est quoi? Ceux du centre vont être meurtris et penser que les autres pays et les autres parties du pays ne sont pas solidaires. On sectarise le problème. On dit c'est une insécurité au centre du Mali. Comme si le centre du Mali était différent du Mali. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrête cette rhétorique, qu'on comprenne qu'il vient de dire Ouattaguna, à Kaï, à Djema, partout au Mali aujourd'hui, on est en insécurité. Et ces mouvements d'extrémisme violent frapperaient là où ils veulent, quand ils veulent et où ils veulent, sans problème, tant que nous n'avons pas réfléchi le mécanisme de sécuriser les populations. Donc, je pense aujourd'hui, il faut plutôt réfléchir à un système de défense national, un système stratégique qui va sortir du classique qui consiste à recruter des enfants de 18, 19, 20 ans qu'on envoie à la boucherie. Payer des armes sur le principe de la loi de programmation militaire qui consiste à dire quoi? Si on ne fait pas attention, on arme encore les terroristes parce que les jeunes n'étant pas suffisamment formés, les armes qu'on leur donne, ils risquent de les lâcher et les terroristes vont les récupérer. Et la nourriture qu'on envoie dans ces zones, si on ne fait pas attention, c'est encore ces mêmes terroristes qui les récupèrent. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on réfléchisse à grande échelle, qu'on réfléchisse fondamentalement à l'ensemble du système. Qu'est-ce qu'on apporte comme solution à l'insécurité dont est victime aujourd'hui notre pays? Aujourd'hui, il faut qu'on se dise certaines choses. La communauté internationale, de mon point de vue, ne joue pas le jeu. Et nous, en tant qu'armée nationale, en tant que seul pays du Mali, nous ne pouvons pas avoir la solution en pensant que la solution, elle est malienne. C'est une crise qui est globale. Donc, si nous n'intégrons pas la zone Afrique dans un système de défense, nous aurons des problèmes. Donc, il s'agit pour nous de réfléchir avec les autres pays du continent, voir quel est le système de sécurité que nous allons mettre en place qui profite à l'ensemble du continent. Je m'en vais avoir pour preuve, par exemple, quand vous regardez, quand Konna a été attaqué et que les Mirages ont quitté N'Djamena pour aller disperser le mouvement d'extrémisme violent. Ça ne s'est pas fait sur la base d'un combat au sol. Donc il faut qu'on arrête de croire que des hélicoptères ou quelques armes peuvent résoudre cette équation. Et là, d'une plus grande dimension. Donc il faut intégrer cette dimension globale. Donc aujourd'hui, il s'agit de déployer une logistique qui dépasse les capacités de l'État du Mali et qui est à l'échelle continentale. Donc si nous avons un mécanisme continental, ce n'est que dans cette approche que nous pouvons avoir la sécurité globale pour chacun de nos États. Parce que pensez aujourd'hui qu'on va sécuriser le Mali. Oui, si vous déployez autant de militaires pour sécuriser le Mali, ça veut dire que les mouvements d'extrémisme violent ne pouvant pas faire leur opération au Mali vont se déplacer vers d'autres zones. Donc personne n'est en sécurité en réalité. Il faut que les États aujourd'hui qui ne sont pas touchés arrêtent de penser que le problème il est malien. Au début, nous avons pensé que le problème il était au nord du Mali. Les sudistes ont toujours pensé, non, c'est un problème Tamachex, c'est un problème du Nord. Et il a migré, il est venu au centre. Et aujourd'hui, les communautés internationales nous aident à nous inculquer une mentalité pour dire que c'est un problème au centre.
Et quand est-ce qu'on va comprendre que le problème, il est encore au sud? Quand est-ce que nous allons comprendre que ce n'est pas le centre, ce n'est pas le sud, ce n'est pas le nord? Donc, il faut qu'on arrête de réfléchir de cette façon et qu'on se dise que la solution, elle est dans un mécanisme global. Aujourd'hui, si nous parvenons à avoir Djibouti, nous parvenons à avoir Tessalit, nous pouvons avoir N'Djamena comme des bases, des branches de base stratégiques pour défendre l'ensemble du continent dans un modèle bien réfléchi. Pourquoi l'OTAN aujourd'hui parvient à protéger un pays comme la Slovénie? Un petit pays qui n'a pas la capacité de se défendre, mais qui, s'il est attaqué, reçoit la logistique de ces grandes puissances. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une puissance qui dépasse la puissance malienne. Donc, il faut qu'on soit dans un modèle intégré de sécurisation de l'ensemble du continent. Parce que quand vous regardez la Corne de l'Afrique, ce n'est pas sécurisé. Vous regardez vers l'équateur, ce n'est pas sécurisé. Donc, c'est l'ensemble du continent qui est en proie à l'insécurité. Donc, si nous ne réfléchissons pas... Ces solutions dont vous prônez tantôt ne pourraient pas commencer par des initiatives locales? Mais forcément que ça va commencer, parce qu'il faut bien que quelqu'un initie. C'est l'État du Mali aujourd'hui qui est sous le feu de l'action. Donc l'initiative doit venir du Mali. À ça, aujourd'hui, on peut coupler rapidement d'autres mécanismes. C'est-à-dire, la solution dont je parle aujourd'hui, c'est une solution globale. Mais en attendant, on a besoin d'une solution immédiate qui peut permettre de contrecarrer déjà, d'astreindre ces gens à réduire leur mouvement en attendant qu'on ait des solutions de grande envergure. Ça peut être quoi? C'est de dire aujourd'hui qu'on a la capacité... Monsieur Diongo vient de parler d'une chose, l'insécurité des populations qui donnent l'information. C'est le premier élément. L'étendue du territoire qui est très vaste, deuxième équation. Manque d'effectifs et manque de moyens, quatrième équation. Donc, si nous sommes face à une telle situation, le paradigme il doit changer. Ça veut dire que la défense, elle doit être une défense de proximité. Parce que là, si elle est de proximité, ça veut dire qu'elle est pérenne. Si vous recrutez aujourd'hui dans ces zones des éléments intégrés dans l'armée, mais qui sont recrutés localement et qui y travaillent, vous allez avoir un premier point d'impact qui va permettre de contraindre et d'astreindre l'ennemi en attendant que d'autres forces viennent les sécuriser. Ça, c'est plus efficace que lorsque vous attendez qu'une armée quitte Sévaré ou qu'une armée quitte Bamako ou qu'un renfort quitte une autre zone pour venir pour chasser des terroristes qui sont déjà partis, qui ont déjà commis leur forfait. Donc, il faut avoir des gens sur place. Donc, cela éviterait non seulement de mettre sous risque les gens qui donnent l'information, parce que l'information, elle est traitée localement, la patrouille, elle est faite localement, la riposte, elle est donnée localement. Et la plupart de certains des mouvements d'extrémisme violent sont connus de ces gens, mais juste qu'on ne leur donne pas le choix aujourd'hui. L'État du Mali dit qu'il ne faut pas aller dans les milices, parce que c'est illégal. La population ne peut pas se défendre, parce que c'est illégal. Donc, s'ils donnent l'information, ils s'exposent. Donc, en réalité, on crée une situation où, s'ils n'acceptent pas, ils sont obligés de collaborer avec les mouvements d'extrémisme violent. Donc, le contrat aujourd'hui qu'ils ont avec ces mouvements d'extrémisme violent qui consistent à collaborer, à donner l'information et à donner la position de nos militaires semble être tout à fait normal dès qu'ils sont en insécurité. Donc, s'ils ne sont pas intégrés, s'ils ne sont pas partie prenante de leur propre sécurité, effectivement, cela va nous poser des problèmes. Donc, je pense que la première solution d'approche que nous avons aujourd'hui, je pense qu'elle est imminente, parce que nous n'avons pas d'autres alternatives. Pour réorganiser notre armée, ça va prendre du temps. Pour avoir cette capacité dont on a besoin pour astreindre ces gens, ça va prendre du temps. Donc je pense que la solution la plus immédiate qu'on peut prendre, c'est d'aller à ce mécanisme. Et effectivement, au moment où on souhaiterait désarmer, je pense que le répertoire des armes est là. Ils sont répertoriés comme étant membres de nos forces armées et de sécurité. Si on les démobilise, c'est plus facile à encadrer et quitter cette forme illégale qui va permettre à des gens de se constituer en milice. Parce que si on ne donne pas le choix aux gens, ils sont obligés de se constituer en milice. Et on voit les milices, qu'est-ce que ça peut apporter comme dérive. Donc si c'est encadré par l'armée, par l'État, je pense que c'est plus efficient. Nous allons débattre des questions des milices, mais nous n'allons pas totalement fermer cette fenêtre des solutions. Je vais revenir vers vous juste le temps de faire réagir Dr Baye Diakité. Comment comprendre cette rupture de communication dans une situation d'insécurité? En fait, comme l'a souligné un des intervenants, nous devrons revoir tout, et la communication et même notre stratégie d'intervention. Au niveau de la communication, il faudrait vraiment occuper le terrain. Monsieur Diongo, je pense, a donné une information qui est capitale. Moi, au départ, je pensais que les terroristes, de façon délibérée, ont fermé les portes du véhicule et ont mis le feu. Mais d'après son explication, c'est une des balles qui aurait perforé le réservoir d'essence
et les gens ne pouvaient pas sortir parce que des deux côtés il y avait le feu, ils ont été brûlés. De telles informations pouvaient mieux faire comprendre un peu ce qui s'est passé. Donc il est important quand même en matière de communication. Et ça, depuis le début de cette crise, le Mali est à la traîne par rapport à la communication. Donc il faudra vraiment rectifier. Mais par rapport à ça, ce n'est pas seulement l'État. Vous aussi, vous avez un rôle capital à jouer dans la bonne information, dans la bonne communication. Ça, c'est de un. De deux, à présent, la majorité des Maliens qui sont au sud ont l'impression que la chose, c'est les autres. Ça ne les concerne pas. On n'a même pas l'impression qu'on est en guerre, alors que nous sommes vraiment en pleine guerre. Donc, il faudrait que les gens vivent cette situation. Alors, au niveau de la stratégie, lorsque la MINUSMA dit que le Mali n'a pas proposé de stratégie, bon, vraiment, je suis au regret. Ils sont là pour nous aider. S'ils ont une stratégie qui peut être fiable et efficace, ils n'ont qu'à proposer ça. C'est vrai, bon, ils sont venus pour nous aider, ils doivent, mais eux aussi, vu les moyens qu'ils ont, ils devraient nous présenter quelque chose. Aujourd'hui, la situation est tellement grave que l'État n'a pas les moyens pour le moment. L'État se prépare avec tous les peu de moyens qu'il a, il essaie de faire le mieux qu'il peut. Mais la solution, une partie de la solution vient des populations. C'est vrai, on ne veut pas les milices, mais moi je pense qu'il faut faire la mobilisation des jeunes valides au niveau des campagnes, à tous les niveaux, les mobiliser, les former et les armer pour qu'ils puissent au moins se défendre. Parce que depuis les deux effectivement, M. Baye-Diakité, vous venez d'ouvrir la brèche. Parlons des initiatives pour mieux sécuriser la zone. Comment aujourd'hui l'armée peut coopérer avec ces milices présentes dans la zone sans pour autant dépasser les limites? Oui. Il y a eu des situations similaires ailleurs. C'est la population qui connaît mieux son territoire. Donc, il faut les mobiliser, il faut les former et quand les choses s'apaiseront, les démobiliser. Parce que personne n'aime mourir, personne n'aimerait être toujours mobilisé pour la guerre. Mais lorsque la patrie est en danger, on peut se sacrifier pour eux. Donc, on doit organiser les populations à la base de façon intégrée. Ils doivent être intégrés, formés et armés dans ce sens. Une fois que la situation s'apaisera, ensuite, on pourra les retirer les armes et les démobiliser pour qu'ils s'occupent à d'autres choses qui n'est pas seulement de faire la guerre. Aujourd'hui, les effectifs du Mali ne suffiront jamais. Donc, sans l'appui de la population, sans la mobilisation générale, les populations à la base, on ne pourra jamais s'en sortir. Il faut que les populations soient intégrées à tous les niveaux, dans la communication et même dans le mouvement, le système d'alerte et même dans un système de guérilla. Il le faut. Mais il faut qu'ils soient formés en conséquence et armés dans ce sens. Parce que ce que les gens oublient, les gens, ils ont une capacité de feu énorme, souvent même plus que l'armée. C'est pourquoi l'armée a compris cette erreur. Ils sont en train de s'armer avec des armes plus efficaces pour pouvoir faire face à leur capacité de feu. Donc, je pense que moi, je suis convaincu que la solution vient par la mobilisation générale de tous et surtout au niveau de la base, les populations doivent être intégrées dans ce processus parce qu'ils sont les premières victimes, ils sont les plus concernés. Donc, c'est à eux aussi de se mobiliser pour pouvoir vraiment trouver des solutions avec l'armée dans cette situation. Ça, c'est ma lecture de la chose. Adama Diongo, vous venez d'entendre vos deux co-débatteurs aujourd'hui. Comment l'armée gagnerait à collaborer avec les milices présentes dans la zone? Ok. Et en fait, moi, je pense qu'aujourd'hui, quand vous regardez un peu de façon théorique les interventions de nos dirigeants, vous trouvez qu'ils sont déjà dans la logique. Mais les faits contredisent maintenant les paroles. Sinon, quand le président a dit qu'il faut aller vers un sursaut national, il fallait donner seulement un contenu à ce sursaut national, faire en sorte que les populations qui sont là, comme a dit le docteur, qui sont victimes, qui connaissent mieux leur terrain, qui sont déjà même organisés depuis plus de 5 ans et qui font face à ce terrorisme-là. N'oubliez pas qu'au niveau du pays de Gond, au niveau de Ségou, au niveau de Nyono, il y a des gens qui ont constitué des groupes
de résistants pour pouvoir faire face à ça. Et il y a aussi, moi j'ai vu la fois dernière, une coordination même des mouvements armés Peul pour résister face au terrorisme. S'il y a tous ces gens qui sont là déjà, qui sont dans les prédispositions, qui sont engagés, qui sont en train de faire ce travail, le mieux pour l'État, c'était de faire appel à ces gens, fédérer leurs capacités, les encadrer surtout, et les mettre à la disposition de l'armée pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Maintenant, comme vous l'avez dit, ça c'est une question qui peut se résoudre peut-être en un temps bien déterminé. Et lorsque la situation sera circonscrite, maintenant l'État va voir comment est-ce que les démobiliser et puis les réinsérer de façon professionnelle et c'est ça. Maintenant, quand vous partez sur le terrain aujourd'hui, moi je pense que particulièrement le mouvement d'Anna Ambassagou, que je connais mieux que les autres mouvements, a toujours dit qu'il est disposé à intégrer le système de défense de la nation pour pouvoir lutter contre ce terrorisme. Maintenant, vous avez parlé un peu de la MINUSMA dans cette affaire-là, les forces internationales. Madame, moi je voulais que vous sachiez que la MINUSMA a été claire avec nous. La MINUSMA nous a dit à plusieurs reprises qu'elle est venue pour protéger les populations civiles et en même temps elle nous dit qu'elle n'a pas mandat à lutter contre les agresseurs des populations civiles. Elle nous a dit ça à plusieurs reprises. Donc moi je trouve ça contradictoire. Je suis venu pour vous protéger. Maintenant quand Bokoum vous attaque, j'ai dit que non, je n'ai pas le droit de faire face à Bokoum. Donc je vous laisse avec votre problème. Mais toujours j'ai le mandat de vous protéger. C'est comme ça que fonctionne la MINUSMA. Donc aujourd'hui, il va falloir que tout ça change. Je pense que lors d'une des réunions du G5 Sahel, les ministres de défense de ces 5 pays étaient convenus qu'il fallait impliquer les populations dans la prise en charge de la situation de sécurité de leur localité. C'est pour cela que je dis souvent ce qu'on entend chez les autorités, dans les paroles, et quand on essaie de les transposer face aux actes, c'est contradictoire. Sinon, la dynamique était déjà enclenchée, et moi, j'attendais que... Parce que ça s'est fait en juillet, j'attendais que peut-être d'ici octobre, novembre, déjà le mécanisme serait prêt sur le terrain pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Mais ce n'est jamais venu. Et aujourd'hui, les populations sont laissées comme ça à elles-mêmes face à ce terrorisme. Elles se débrouillent, vaille que vaille, mais ça donne quoi? Ça donne des massacres. Et ce n'est pas réjouissant. Boubacar Bokoum, M. Django disait tout à l'heure, s'agissant des milices, qu'il fallait les fédérer leurs capacités, les former, fixer des objectifs, ensuite essayer de les insérer. Comment tout ceci cette collaboration pourrait-elle se faire sans risque? Il n'y a aucun risque, il s'agit juste de légiférer en la matière. Ce n'est pas compliqué du tout. Aujourd'hui, il a parlé de la mobilisation générale. La mobilisation générale peut se faire sur la base de l'article 71 de notre Constitution qui consiste à décréter l'acte de guerre. M. Django disait tout à l'heure que les gens ne sentent pas la guerre. Mais c'est une réalité parce que depuis Ibeka, on entend Ibeka qui dit le Mali est en guerre, le Mali est en guerre. Mais pour être en guerre, il faut acter de façon constitutionnel l'acte de guerre. Et l'acte de guerre va déclencher des conséquences. C'est-à-dire que dans l'acte de guerre, vous avez la possibilité de restreindre certaines libertés, de restreindre un certain nombre de choses dans un cadre juridique bien encadré. Et cela permettrait, dans le cadre de la mobilisation générale, pour mobiliser toutes les ressources, aller même à la réquisition. Aujourd'hui, si l'armée n'a pas les moyens de véhicules, de ceci, cela, on réquisitionne tous ceux qui ont des 4x4 à Bamako. On réquisitionne tout, on mobilise tout pour faire cette guerre. Donc, en réalité, il s'agit de cela. Donc, dans ce même état d'esprit, aujourd'hui, si vous légiférez, vous dites, par exemple, parce que qu'est-ce que la communauté internationale nous dit? On dit que dans Ambassagou, ils sont dans l'illégalité, ils font des exactions, ils font ci, ils font ça. Ok, d'accord. Nous disons que Dana Ambassagou n'est plus Dana Ambassagou, c'est l'armée malienne. Mais il s'agit de légiférer juste pour l'intégrer dans le mécanisme militaire. Ensuite, faire des recrutements de masse à la base. Une fois que cela est fait, il n'y a plus question de dire que telle personne appartient à telle ethnie, tel groupement, telle communauté. Donc, le risque communautaire n'existe pas. Il s'agit de la nation. Donc, c'est l'unité nationale. Donc, tout est mis. Par exemple, quand vous regardez l'armée aujourd'hui, vous avez des Peuls, vous avez des Dogons. Mais ils répondent à quoi? À l'armée nationale. Donc, il faut juste
étendre le même mécanisme à la base. Donc avoir juste un système de déconcentration et de décentralisation de l'armée. Et comme nous n'avons pas un effectif assez énorme pour dire qu'on va décongestionner notre armée, il s'agit de renverser la pyramide, de faire un recrutement à la base. Parce que comme il a dit, il y a déjà des gens qui sont prédisposés. Chacun est prêt aujourd'hui à défendre son village. Donc il suffit qu'on leur donne les armes de façon légale et légitime. Dans les règles de l'art, ils sont armés. Donc, ça veut dire qu'ils sont formés. Ils savent utiliser les GPS. Ils savent comment donner l'information sans se mettre en danger. Ils connaissent le mécanisme de fonctionnement. Ils savent comment mobiliser l'armée. Ils savent comment accompagner l'armée. Donc, en réalité, il s'agit juste de constituer un tampon. Le premier rempart, c'est eux. Donc, en ce moment, vous avez le système de renfort qui, chaque fois qu'une position A est attaquée, une position B vient pour la renforcer, pour gagner le combat. Donc, le premier point de contact, c'est le village lui-même. Si aujourd'hui, à Songo, vous avez par exemple 200 ou 300 villageois qui étaient formés à cet effet, qu'est-ce qui allait se passer? Ce n'est pas en appelant dire à l'armée de venir, c'est qu'eux-mêmes vont rentrer dans le combat. Et une fois qu'ils sentent que leur capacité ne peut pas faire face à ce mouvement, c'est de dire à Bamako, envoyer des renforts, envoyer des hélicoptères, envoyer les moyens aériens, ainsi de suite. Donc c'est une chaîne qui va se mettre en place. Donc le premier élément, c'est l'élément de pointe, qui est le village lui-même. Le deuxième élément, c'est l'armée sur la base d'une structure, d'un bataillon ou tout ce que vous voulez, qui peut apporter l'appui nécessaire. Il nous reste que 4 petites minutes avant de clore cette émission. Vous avez tantôt parlé de riposte. Oui. Comment donner la riposte dans une zone où l'administration est absente dans presque la quasi-totalité du centre du pays? Oui, écoutez, on n'a pas besoin d'être présent parce que là aussi, il y a l'intelligence de l'administration, c'est-à-dire de la délégation de pouvoir. Nous avons un État qui centralise tout, qui ne délègue pas ce pouvoir. Aujourd'hui, si vous avez une délégation de pouvoir, mais comment ça fonctionne? Vous avez des chefs de village qui font fonctionner à la loi à minima. Vous avez les locaux qui font fonctionner les choses à minima. Donc, il s'agit juste de transposer une partie du pouvoir. Aujourd'hui, si vous décidez que, par exemple, vous allez recruter localement une armée, par exemple, à Banyangara ou à Songo, si vous voulez. Donc, il y aura une chaîne de commandement. Donc, forcément, il y aura une autorité qui va commander cette armée que vous allez recruter localement. Et il sera soumis peut-être au chef de village, aux responsables des jeunes comme lui, par exemple, qui se sont organisés. Il y a dans les localités aussi des communautés, les répondants qui répondent à la localité. Donc, ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent qu'est-ce qu'il faut faire pour défendre. Vous savez, dans l'histoire de notre pays, chaque fois que les villages ont été attaqués, les gens se sont organisés pour apporter la riposte. C'est ce qui d'ailleurs donne naissance à des mouvements comme Dana Ambasago et des choses comme les milices. C'est un réflexe qui est là. Donc si on leur donne les moyens, l'autorité nécessaire, je pense qu'ils peuvent le faire. Il s'agit juste, pour éviter les dérives, il faut juste les encadrer. Merci beaucoup Boubacar Bokoum. Docteur Diakité, comment rétablir la quiétude dans cette partie du pays? Bon, c'est le souhait de tout un chacun, mais malheureusement, ce n'est pas pour demain. Mais comme on l'a dit, moi, je pense que le salut viendra des populations. Mais il faudra que ces populations soient encadrées, soient orientées et vraiment qu'on mette les moyens à leur disposition pour pouvoir se défendre avant que l'aide ne vienne d'ailleurs. Donc, moi, je suis convaincu que c'est les populations qui trouveront une solution. Maintenant, la solution la plus rapide, c'est de les encadrer, c'est de les orienter. Sinon, à long terme, ou je ne sais pas, à moyen terme, c'est les populations qui vont se soulever. Et là, ça risque de devenir, peut-être, je ne le souhaite pas, une guerre civile. On ne cherchera pas à comprendre, on pensera que l'ennemi c'est l'autre qui n'est pas de mon ethnie. Et là, ça va être très, très compliqué. Donc, pour le moment, il faut que l'État vraiment puisse mobiliser les populations, les former dans ce sens pour qu'ils vraiment ils donnent la riposte nécessaire. Ça, c'est ma lecture. La dernière intervention sera pour Adama Djongo. Quelle réponse efficace apporter à cette insécurité? Oui, c'est simple. 30 secondes, vous avez 30 secondes. Ok, d'accord. C'est simple quand on regarde un peu l'armée aujourd'hui. Ses effectifs et puis tous ses moyens sont insuffisants. Donc le renfort va venir seulement des populations. Il faut essayer de réfléchir et de trouver une stratégie pour pouvoir recruter des jeunes, renforcer l'effectif et assurer un maillage acceptable sur le terrain pour pouvoir contrer toutes les velléités d'attaque, ainsi de suite. C'est ce que je vois et d'ailleurs, c'est ce que j'ai vu aussi aujourd'hui en Éthiopie et qui réussit bien. Merci beaucoup et c'est ce qui me fait à cette
émission, le grand dialogue de ce soir. Grand merci à nos invités, Dr Boubacar Bokoum, analyste politique, Adama Djongo, président du collectif des jeunes du pays Dogo. Au téléphone, on avait Dr Baye Diakité, sociologue. On aurait voulu la mission d'appui à la réconciliation, Mamadou Diouara, qui est actuellement dans la zone de Badjangara, mais c'est pas fait. Au son et à la vidéo, on avait Mamadou Ouattara et Adjaratou Traoré, auditeurs, téléspectateurs. Merci de votre attention. On se donne rendez-vous à demain. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.